dans la joie, et on va dire un peu dans la joie. Il y avait du monde, il y a eu un 2-0, mais avant tout, un petit rappel des pronostics. Et du coup, messieurs, on passe au voilà, dernier instant, Madame Irma, bout de cristal, l'instant Nostradamus, l'instant pronostic, et oui, Saint-Étienne-Valenciennes, vendredi 2 juin, la dernière, allez, comme on dit, la last dance, the last dance. Eh bien, Colin, qui vois-tu? Ah, tu me prends de court là. 0-0. Ils sont capables de bons matchs face au gros, ils n'en fait pas soir. Et ils ont encaissé 4 buts sur les 3 derniers matchs. 0-0. Rien de plus, rien de moins. Nous, on sort d'un match nul. Je viens de nous voir faire des matchs nuls. Et jusque-là, vu qu'il ne faut pas nous suivre en termes de pronos, à chaque fois que j'ai mis un score négatif, on fait des scores plutôt positifs. Donc je continue, on va dire. Alors, vas-y. Vas-y. Continue. Bon, bah, Albert, du coup. Ah ben, allez, 2-0. Je reste avec un doublé de Jean-Philippe Crasso, avec 2 messages. Soit je reste, soit je m'enlève 2-0 pour vous remercier. Évidemment, en préférant peut-être le premier. Et Melvin? Eh ben, je vais surprendre mon beau monde. Et ça sera un 4-3 pour la SS. Oui, pique tes scores. Bon, Quentin l'a fait pendant 2 semaines, c'est jamais passé. J'ai failli le faire, moi. Oui, mais c'est pas passé. Moi, je vois de l'offensif. Déjà, Et on le ressort, ça. Hein. très clairement. C'est ressorti sur la lucarne verte. Il y aura doublé d'Adrian Gerbic pour Valenciennes. Et pour nos verts, je vois Wadji, je vois Crasso, je vois Mathieu Cafaro. Oh non. Et je vois Trédouceau. Putain. Ouais. Il est bien gentil, Melvin. Il voit l'offensif qui paye. Bah, moi, je vais être clair et net. L'AS Saint-Étienne, ils vont gagner 3-1. Voilà. 3 portés par un public magnifique. Et ce sera un triplé d'Ibrahima Wadji. 3-1, j'assume totalement avec un triplé de Wadji. Et ben voilà, vous avez vu avec ces pronos qu'on en a eu un, enfin. Et finalement, il aura fallu attendre la dernière journée de Ligue 2. Bravo Albert, le pronostic juste, il a eu le score exact. Bon, t'as peut-être pas eu les buteurs, mais le score exact. Enfin, on en a eu un. Bravo Albert. Merci bien. Un coup de chance, tant mieux. Et maintenant, il va falloir que je confirme l'année prochaine. Hein. Alors, j'ai une pression, les amis. Au moins, on fait pas vierge sur l'année. Non, on fait pas Fanny. Au moins un. Ah bah, on sécurise l'année avec au moins un pronostic gagnant. Voilà. Donc ceux qui ont écouté Albert, bravo à vous. Voilà. Vous avez peut-être pu gagner un petit pari. Ouais, ils sont un peu ta canal à l'heure actuelle. Ils nous oui. Ah non, là ils sont heureux. Donc du coup, messieurs, si on fait le bilan du classement, là Saint-Étienne termine 8e tout de même. 8e tout de même. Vous avez un petit ressenti sur ce classement, Julien? Au mois de janvier, si on nous avait dit qu'on finirait la saison 8e, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait cru. Donc c'est plus qu'inespéré. Sur la deuxième partie de saison, on est 3e, si mes calculs sont bons. Deuxième. Enfin, deuxième. Il n'y a pas de match de Bordeaux encore. Oui, il y a le match de Bordeaux. Bon, allez, on va dire 3e. 3 deuxièmes. Voilà. Si Bordeaux, deuxième et demi. Si Bordeaux ne gagne pas, on termine 2e sur tous les matchs, sur les matchs de 2020. Les matchs retour. Ouais. Oui, mais donc, bon, au mois de janvier, on avait 7 points de retard sur le premier non relégable. Donc voilà, c'est le classement, la 8e place, on la prend, même si ça reste pas la place de Saint-Étienne, de la Saint-Étienne, 8e place en seconde division. On peut juste d'ailleurs noter qu'on finit devant Sochaux, qui avant le 2023 était 2e. Donc elle est quand même une belle petite perf. On finit devant le Havre en deuxième partie de saison. Oui. Eh oui. Il n'y a que Metz qui fait mieux que nous. Donc, non, c'est vrai que la deuxième partie de saison, elle laisse beaucoup de regrets, mais ça, on l'a déjà dit la semaine dernière. Donc, oui.
Non, mais en tout cas, bon, au moins on finit avec, on va dire, on finit bien avec cette victoire. On peut rappeler un petit peu, bon, il y avait beaucoup de monde, une énorme, pas une fête, mais je dirais, on va Aussi, dire plus un. Aussi, oui, une fête, c'était une belle fête, oui. Mais je dirais, je voulais pas dire, enfin, je veux pas dire ce mot-là pour dire une fête, on célébrait quelque chose, mais un grand moment de partage, on va dire. C'est un grand moment de partage pour le peuple vert, tout de même. Hein. On était beaucoup dans ce stade, 39 873, on y reviendra un petit peu plus tard, qui ont assisté à un match. Bon, première mi-temps, on se procure quelques occasions, c'est pas folichon non plus. Hein. Saint-Etienne maîtrise plutôt bien son sujet, se fait pas trop surprendre par Valenciennes. Et puis, 47e minute, c'est bien l'éclair de génie, va venir de Jean-Philippe Crasso, un coup de canon magistral. Et puis derrière, les Verts vont continuer à gérer tranquillement jusqu'à attendre la 82e minute avec une belle chevauchée de Briançon. Ballon récupéré par Kader Bamba qui décalera Victor Lebris. Ballon qui va revenir après dans les pieds de Kader Bamba. Il repique à l'intérieur pour faire une petite pichenette magnifique et du coup faire le break. Ça fait 2-0. Les Verts, en terminant sur ce score-là, la Saint-Etienne va gagner. Et voilà, une victoire 2-0, clean, sans vraiment danger, sans un match pourtant qui avait de l'enjeu pour Valenciennes, mais qui s'est quand même maintenu grâce aux résultats des autres. Voilà. Mais écoutez, messieurs, on peut quand même se poser la première question. Saint-Etienne était plutôt en maîtrise dans ce match. On n'a jamais senti les Verts réellement en danger. Julien, t'en as pensé quoi un petit peu des Verts plutôt bien maîtrise, hein? Bah, on n'a pas pris de but. Ce qui est plutôt assez rare parce que des clean sheets cette saison, eh ben, on n'a pas fait des masses. Hein. Plus l'habitude de prendre 2 buts que de ne pas en prendre. Mais j'ai regardé combien on avait fait de clean sheet tout à l'heure, mais je m'en souviens plus. Mais il n'y en a pas énormément. Donc déjà, rien que ça, de ne pas prendre de but, c'est plutôt très bien. Donc la défense a fait le job. Voilà, toujours un problème avec le milieu, mais c'est vrai que j'ai plus envie de savoir ce qui va se passer maintenant. Parce que bon, voilà, Crasso nous a fait un joli pot de départ. Un de ses plus beaux buts à Saint-Étienne. C'est dommage que le classement des meilleurs buteurs soit déjà terminé. Je pense qu'il aurait été aux côtés de Cafaro sur les 4-5 plus beaux buts de la saison. Mais voilà, c'est joli pot de départ pour Crasso. Bah, très bien. Non, honnêtement, vraiment, on a vu un Saint-Etienne bien maîtrisé. Melvin, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Ouais, mais c'est ça, un Saint-Etienne qui pour moi, de la 0 à la 90e minute de jeu, a été au-dessus de son adversaire, parce que clairement, l'adversaire n'a pas été exceptionnel en face, mais la SS a maîtrisé, pas pris de but, ce qui était important, finir sur un clean sheet, et puis à concrétiser les occasions qu'ils avaient à concrétiser, et puis voilà, hein, une victoire que je trouve quand même assez méritée, et une victoire où la SS a pas impressionné, mais a été sérieux de la 0 à la 90e sans donner un but bête pour le spectacle, quoi. Notre habitude, quoi. Donner un Le but, but offert par la maison. Voilà, c'est ça. C'est bizarre quand même. Oui. Ah bah, c'est bizarre, mais en fait, si on n'a pas pris de but, c'est aussi grâce à l'Arseneur, parce qu'il a fait à un moment donné, je sais pas, en deuxième mi-temps, je sais pas si vous vous rappelez, un super barret côté gauche, la main gauche. Et deux, bon, on en parlera après, mais c'est aussi la prestation de Briançon qui fait qu'on n'a pas pris de but. Mais c'était sur un match où effectivement, je dirais pas qu'on s'est ennuyé, mais quand même, moi, la deuxième mi-temps, il était temps qu'elle se termine, quoi. Donc voilà. Et ça aussi, la faute à un adversaire, Valenciennes, qui était beaucoup trop faible, malgré quelques individualités. J'étais aussi venu voir un certain, comment il s'appelle, la Gerbich, dont on dit qu'il pourrait venir chez nous l'année prochaine, et il m'a pas du tout impressionné. Lui a été impressionné par contre. Je sais pas si vous vous rappelez de la fin du match où on le voit, notamment côté COP Sud, rester 5 minutes devant le COP avec un autre, je sais plus qui c'était le joueur, j'ai pas reconnu, en train de les applaudir. Il n'en revenait pas. Oui. Alors lui, il a été impressionné. Alors peut-être que ça l'a fait déjouer, tant mieux. Mais ouais, j'ai trouvé. Après, il faut dire ce qu'il y a 40 000 personnes en Ligue 2, où il y a tout un stade, sur les 10 dernières minutes, il y a tout un stade qui est debout et qui hurle. Même en Ligue 1, il n'y en a pas énormément.
T'enlèves Lens, t'enlèves Marseille encore, ça dépend des joueurs. Ah bah s'ils sont Il nés, n'y a pas beaucoup de ouais. stades qui peuvent avoir ce résultat-là. Je pense qu'en termes de décibels, comme je dis, j'ai l'Apple Watch et sur l'Apple Watch, j'ai marqué les décibels quand c'est en alerte. Quasiment tout le match, l'Apple Watch a dit que j'étais en alerte pour le bruit. C'est assez rare en Ligue 2. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de stades qui peuvent se vanter de ça. Non, non, mais honnêtement, non, mais tout à fait. Hein. Puis honnêtement, au-delà dans le match, franchement, c'est pas un match fou. Mais heureusement, les Verts ont réussi à tenir leur sujet. C'est ça qui est important parce que quand tu sais, l'avant-dernier match, tu fais un match nul 2-2. Bon, là derrière, bon, ok, c'est un adversaire qui n'était pas forcément, qui n'est pas venu avec d'énormes intentions parce qu'en même temps, il y avait aussi peut-être la peur des résultats qui jouaient encore le maintien. Ils n'étaient pas officiellement maintenus. Mais au-delà de ça, bon, bah, les Verts sont un peu tranquilles, pas en touriste, mais voilà, le petit sérieux qu'il fallait. Mais vraiment là, ouais, la grosse presta, c'est surtout, moi je trouvais, on parle de Jean-Philippe Crasso, mais c'est Anthony Briançon qui a vraiment fait un match de patron en défense. Qui a été exceptionnel, il faut le clair. Le deuxième but, c'est lui qui relance. Hein. Ah oui, mais tout à fait. Ça relance, c'est propre. Briançon, quand même. Bah d'ailleurs, c'est quand même 5 interceptions, c'est 100% de duels au sol remportés et 83% de duels aériens remportés. Donc ça a été une prestation plus que solide pour un défenseur. Et voilà, faut bien retenir qu'il revient de blessure. Alors ça fait quelques matchs, mais voilà, il n'est pas non plus je pense qu'il n'est pas à 100% de tout son potentiel non plus. Oui. En plus, il sortait de 2 prestations plutôt mitigées, justement. Plus que mitigées. Oui, donc il avait peut-être à cœur de se faire pardonner. Et là, il a remis les pendules à l'heure. Moi, je vois surtout 4 interceptions sur des tacles glissés qui auraient pu causer des occasions de but puisque c'était des passes en profondeur et l'attaquant aurait pu se retrouver en 1 contre 1. Et c'est ces tacles glissés qui ont enlevé les ballons à chaque fois. Non, c'est vraiment une prestation pour moi, qui m'a fortement impressionné. D'autant plus que j'étais sur Henri Point, vraiment sur un côté. Et donc, quand je le voyais tacler, très sincèrement, c'est un des meilleurs matchs que je l'ai vu effectuer à la Saint-Étienne cette année. Ah, et puis au-delà de ça, avec dans cette maîtrise, tout le monde a vraiment, je pense que vraiment, au-delà de ça, et en plus, il a emporté la défense à un autre niveau. Parce que je trouve que vraiment, toute la défense a fait un très bon match. Que ce soit même Petro sur le côté gauche, j'ai beaucoup aimé. Alors, Apia a été un peu moins visible des trois, mais elle a quand même tout fait un travail de l'ombre assez correct. Hein, mais au-delà de ça, vraiment la maîtrise défensive, elle se doit par la prestation de Branson qui a su, je pense, élever le niveau des autres et avec aussi un Arseneur qui a bien aidé derrière. Honnêtement, c'est vraiment défensivement, je trouve que c'est un des meilleurs matchs. Alors effectivement, l'adversaire est faible, mais je trouve que c'est un des meilleurs matchs en termes de structure défensive. Pour la saison prochaine, je pense qu'il manque encore un défenseur parce que Petro, quelqu'un humainement que j'apprécie beaucoup, mais je pense pas que ce soit un défenseur pour remonter. Dans la rotation, ça peut, mais voilà, dès que c'est un peu rapide, Petro est très vite dépassé. Mais dans la rotation, il peut être très très bien, il peut être très intéressant, mais juste dans une rotation d'équipe. Mais il y a clairement besoin au niveau défensif d'avoir quelqu'un pour le remplacer. Ouais, mais là sur ce match, il a quand même montré qu'il avait sur ce match-là. Sur un match où les attaquants sont pas très rapides. Bon, Valenciennes, la vitesse, c'est pas leur qualité première. Mais tu mets un attaquant qui a une bonne accélération, un bon coup de rein, comme on dit. Petro est très vite, très rapidement, 3-4 mètres derrière. Et du coup, prend un rouge. Ouais. Moi, tu vois, tu disais par rapport à Pia, c'est vraiment, moi, c'est sur ce match-là où j'ai trouvé quand même que il s'est fait beaucoup submerger parce que bon, les 2-3 actions dangereuses qui ont amené à un coup franc en première mi-temps, je me rappelle aussi, où là il se fait complètement déborder et c'est lui qui fait la faute, si je me trompe pas. Et voilà, et quand on connaît
Parce que bon, il n'a pas été bon sur les 2 coups francs qu'il a eu, mais quand on connaît la qualité de pied d'Adrien Garbic, ça aurait pu faire museau plus rapidement. Hein. Là, il n'a pas été bon, mais c'était des coups francs très dangereux quand même. Donc il a eu quand même assez de mal, je trouve, sur cette partie-là, Apia. Tu voulais dire Je suis d'accord. Apia, c'est celui qui m'a le plus déçu dans la ligne défensive contre Valenciennes. Mais lui aussi, il revient de blessure. Il est plutôt. Alors, jusqu'à maintenant, je considérais que c'était un joueur qui ne faisait pas beaucoup de bruit, mais très efficace. Là, il n'a pas fait beaucoup de bruit et sur ce match-là, il a manqué effectivement d'efficacité. C'était le moins bon des 3, c'est clair. Après, donc pour lui, il était temps que la saison se termine. oui, pas de fin. Moi, je vais pas trop lui en vouloir pour le dernier match de la saison, s'il est un peu moins étincelant, on va dire. Là-dessus, c'est pas. En plus, on a fait un clean sheet, honnêtement. Mais C'est mettre la compliqué. Oui, je suis d'accord qu'il faut mettre faut quand même dire, faut pas non plus accepter tout, mais là-dessus, tu fais un clean sheet, ça va, c'est pas non plus comme si on avait pris 3 buts et qu'on avait gagné 4-3. Là, on aurait pu être plus saillant, mais. On l'accepte non, d'autant plus que, 1, c'est le dernier match, et que 2, c'est bien depuis son arrivée avec d'autres que la situation de la SS s'est largement améliorée. Il y a là aussi largement contribué, donc pas parce qu'on fait un mauvais match qu'on doit l'enterrer, hein. Bien au contraire. Oui, quand on voit qui l'a remplacé, ça pouvait difficilement être pire. Hein. Oui, effectivement. Ah, et puis voilà. Et puis après Saint-Etienne en maîtrise, bon, comme on a dit, hein, il y a eu à 47e minute et ce magnifique coup de canon que Julien, tu disais, c'est un peu c'était le magnifique pot de départ de Jean-Philippe Crasso. En cadeau, il nous a filé un beau cadeau d'adieu quand même. Oui, putain, un but comme ça, c'est à sater. En dehors de la surface, on n'a pas eu beaucoup cette saison. Mais là, vraiment, vraiment loin de la surface. Et puis la frappe, enfin le ballon, il bouge pas. Le ballon, c'est tout droit. Et a priori, d'après lui, alors après, est-ce que c'est toujours pendant les conférences de presse, surtout avec Crasso, mais il a tiré, il a fermé les yeux et puis c'est rentré. Oui, j'ai entendu. Ouais. Si l'année prochaine, par pur hasard, il reste à Saint-Etienne et qu'il en met 20 comme ça, moi ça me va bien. Hein. Alors, on est d'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce but, Albert? Moi j'étais Henri Point, j'étais plutôt côté Côte Sud. J'ai donc vu partir la frappe, mais franchement, même d'où j'étais, ça allait très vite. Très très vite. Et finalement, en direct, elle est même plus impressionnante qu'à la télévision. Parce qu'à la télévision, finalement, la frappe est à mi-hauteur. Alors qu'en direct, on avait l'impression qu'il avait tout emporté. Franchement, impressionnant. Melvin? C'est sûr, mais c'est un sacré coup de canon d'adieu en tout cas, parce que bon, faut pas. Laisse-nous espérer un peu. Cette frappe m'a fait penser aux belles heures de caserie. C'était un bon coup de pétard. Mais bon, c'est pareil, hein. Le dernier coup de pétard de caserie, je m'en rappelle, il est parti après. Hein. Donc, à mon avis, va falloir le lâcher, le Crasso, à un moment. Non, mais après, honnêtement, franchement, quand je vois cette frappe, et en plus, j'ai eu de la chance, j'étais Cop Nord, donc je l'ai vu, j'ai vu les filets trembler avec cette frappe. Franchement, c'était magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. L'action, elle est superbe. Il se l'emmène tout seul. Vraiment, franchement, c'est vraiment pour moi le top but Ligue 2 de cette journée. Hein. Cette 38e journée. S'il y a un but à retenir, ça regarder celui-là. Et puis justement, oui, il y a quand même ce qui est important, c'est que marqué à la 47e minute, c'était un moment idéal pour lancer cette deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, on n'a pas été inquiété, mais pas franchement dangereux non plus. Donc cette frappe, elle est venue au bon moment pour réveiller un peu tout le monde. Le public était déjà en train d'être très chaud dès le départ, mais ça a été une vraie délivrance. Et ça a mis l'équipe d'entrée de jeu de deuxième mi-temps dans de bons rails. Et rien que pour ça, même si le but avait été foireux, on l'aurait pris parce qu'il a
il a tout changé dans cette deuxième mi-temps. Ah oui, puis tout à fait. Et puis ce but qui change tout, dans l'attitude, dans le geste, le geste vraiment du. Oui, on ressentait frappe hors de la surface. Ouf. Je me demande là comment. Je pense que ça doit faire. On a peut-être 3 buts avec des frappes en dehors de la surface. On a 3. Ah oui. Vraiment. Il y a celle de. C'est sûr, il y a. 4. Pour moi, il y a Bouchoirie, Chambaud. Ah oui, non, 2 fois Chambaud, 2 fois Chambaud. Parce que sa reprise est aussi à l'extérieur. Donc, tu as tes 4 oui, c'est vrai, buts de la donc, saison à l'extérieur. Mais bon, ça fait peu pour. Ça fait peu. Mais c'est une. Oui, mais au moins, on s'en souvient de tout. Voilà. Au moment, on va tous s'en souvenir de ces 4. Au moment, on s'en souviendra toutes. Enfin, surtout de celle-là de Jean-Philippe Crasso, parce qu'alors, je pense que le gardien a eu le temps de l'admirer en plongeant. Il a dû se dire, oh, il frappe bien. Ouais, mais de toute façon, tu sens que s'il a tenté ça, c'est qu'il était en réussite, en confiance. Il se sent. Et tu le tentes pas si t'es pas en confiance, cette frappe, Jean-Philippe Crasso. Et tu la tentes parce que tu es en confiance, parce que tu sais que tout ce que tu réussis, tout ce que tu fais, quasiment tu le réussis à l'heure actuelle. Donc bon, il l'a tenté et voilà, ça paye. Ah, puis bon, ça lui fait un petit but de plus à sa collection. Là, qu'il en a empilé pas mal. Puis on voit avec les passes décisives. Meilleur passeur du championnat, Philippe Crasso, tout de même. Il a fait une saison très, 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 très pleine et réussie. C'était un peu la lueur. C'était un moment la petite lumière dans la tempête. Donc, on espère. Mais bon, on va dire que l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Il est très, 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 très limité, pour ne pas dire plus. Mais en tout cas, effectivement, Crasso, c'est un joueur qui échoue de temps en temps, mais qui n'a jamais peur de tenter. Qui n'a jamais peur d'être ridicule. Et on a souvent, et même ici, brocardé, si on peut se permettre, son nonchalance, mais ça fait partie de ce personnage. Et c'est quelqu'un qui va tenter 9 fois, peut-être rater 5 fois, mais les 4 autres, on ne peut que s'incliner face à la technique, parce que c'est un joueur hors norme, en tout cas pour la L2, et même hors norme pour Saint-Etienne cette saison. Après, s'il apprend à lâcher le ballon plus tôt, parce que ça sera un sacré joueur. Je pense que cette saison, lâche le ballon dans la tribune où je suis, j'ai dû le gueuler un paquet de fois. Ah oui. Je pense là, mais après, c'est un joueur, c'est les nouveaux joueurs que j'appelle les joueurs data. Donc c'est des joueurs, il faut qu'ils aient des stats. Voilà, c'est des joueurs qui sont en permanence dans les stats. Je pense qu'après chaque match, ils regardent tous ces résultats sur la data. C'est typiquement un joueur de data. Et le problème, c'est que quasiment tous les joueurs maintenant sont élevés à la data et sont conseillés par des conseillers en data. Et maintenant, on va avoir de plus en plus de joueurs qui vont jouer comme ça. Je crois qu'il l'a lâché un peu plus rapidement dans cette fin de deuxième partie de saison. D'ailleurs, je me rappelle d'un inside, je sais pas quoi, à Saint-Etienne, où on entend bien Batles lui demander de jouer plus vite et de lâcher le ballon. On l'entend bien à ce moment donné. Et bon, après, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a une technique qui est au-dessus de la moyenne. Et on va espérer que la CAN lui permettre de penser qu'il vaut mieux rester à Saint-Etienne pour être sûr d'être titulaire plutôt que s'engager dans un club qu'il ne connaît pas, d'en avoir la certitude de jouer. On va voir. Je compte là-dessus, mais bon, je suis l'éternel optimiste de circonstances. Après, moi je suis comme toi, hein, j'espère en tout cas qu'il restera, mais après, on sait que c'est une infime chance pour qu'il reste, mais on va quand même y croire. Moi, je suis pareil, je suis parti des optimistes. On peut être optimiste. Bon, on a vu le coup de canon de JPK, mais qu'est-ce que ça amène un but à Saint-Etienne ? Ça amène une descente des copes. Ça amène aussi, et ce qui nous permet de nous parler du troisième sujet, c'était le Chaudron. Voilà, faut quand même rendre hommage. Il y avait quasiment 40 000. Au total, c'était 39 873 personnes dans le stade. C'est
c'est vraiment un chiffre colossal. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous en avez pensé quoi de ce petit chaudron en ébullition, ce gros chaudron en ébullition, tiens, Julien? Bah, honnêtement, j'ai pas compris. J'ai toujours pas compris pourquoi vendredi soir il y avait 40 000 personnes. J'y arrive pas. J'en ai discuté avec beaucoup de monde avant, après, quelques jours, quelques heures après. J'ai pas compris. Je comprends absolument pas pourquoi sur ce match-là il y avait 40 000 personnes. Je veux bien qu'à Saint-Étienne il y ait un public un peu de marge quand même. Mais là, sur ce match-là, moi j'avais un pote qui venait de Paris. Voilà, du coup, il avait pris son TGV en fin de matinée pour venir le soir. Mais tu lui demandais pourquoi il était venu, parce que pour lui, c'était normal. Voilà, honnêtement, un vendredi soir, 40 000 personnes à Saint-Étienne, j'ai pas compris. Et j'ai cherché, j'en ai discuté, ça soit avec les potes de chez Peuple Vert et compagnie, avec Joss, mais c'est incompréhensible. Vas-y, Albert. Alors, c'est incompréhensible, je suis d'accord. Je m'y attendais absolument pas. Mais beaucoup ont fait comme moi, parce que je suis pas abonné, moi. D'accord? Et moi, j'ai pris mes places 2 jours après. 2 jours après le dernier match. Parce que je voulais pas rater ce dernier match à la maison. Je voulais pas le rater. Et je pense que beaucoup ont pensé comme moi. On ne pouvait pas rater un match de celui-ci. Voilà. Parce que c'est le dernier de la saison. On a beaucoup souffert. Une bonne partie de cette saison. Et enfin, un match où on peut se lâcher. On n'en a pas eu tant que ça. Et donc, celui-ci était propice à les remercier, même si c'est pas le terme, parce qu'on ne remercie pas de terminer 8e, même si c'est la meilleure prestation de tous les temps d'une équipe qui est 20e à la mi-temps, on va dire, à la mi-saison. Ça n'est jamais arrivé. C'est arrivé une fois, exactement, même c'est la 2e fois, mais c'est arrivé une fois avec Monaco, dans le même principe, mais nous, on a eu plus de points. Plus de points et avec 3 points de moins, rappelez-vous, parce qu'on a quand même on finit avec 3 points de moins, merci la Ligue. Donc, très sincèrement, je pense que c'est ça. C'est se dire, voilà, c'est un dernier match où on peut se lâcher. On n'en a pas eu beaucoup, profitons-en. Et puis en avant-match, il y avait le tour de terrain de l'équipe féminine, féminine aussi. Il y a Jérémy qui revenait à Saint-Étienne. Il y avait le dernier match de Buche. Donc après, ça fait venir aussi, du monde. Tout cumulé, ouais. Par contre, à ce sujet-là, j'ai un petit coup de gueule à poser. Donc moi, je viens de Lyon. J'avais terminé de mes cours. Je suis parti à 6h30 de chez moi. J'ai mis 2 heures pour venir. Donc déjà, ok. Je suis arrivé à 8h30. Et des amis qui étaient pas avec moi, mais au COP Sud, ont raté entre un quart d'heure et 20 minutes du match parce que l'attente était trop longue au tourniquet, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et là, c'est pas normal parce que 40 000, même si ça n'a jamais arrivé cette année, on doit être capable de gérer cet afflux de spectateurs. Surtout que c'est à un moment donné, on s'est bien aperçu qu'il y aurait au minimum 35 à 40 000. Eh bien, il y a quelques milliers de spectateurs qui n'ont pas vu le premier quart d'heure. Ça, va falloir le corriger pour l'année prochaine. Non, mais je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que c'est pas normal de devoir attendre dehors. Moi, pour ma part, quand j'y suis allé, moi c'était un périple pour y aller. J'ai mis 3 heures. Voilà, je mets jamais 3 heures, j'ai mis le double de ce que je mets. Non, je mets un peu plus du double de ce que je mets normalement, à cause d'un accident. Mais voilà, ça arrive malheureusement. On espère que les personnes vont bien pour l'accident. Mais au-delà de ça, moi j'ai mis 3 heures, mais je suis arrivé pile au bon moment. Vraiment, j'ai couru parce que j'ai dû faire tout le tour. J'ai jamais aussi couru vite toute ma vie. Et voilà. Et puis quand je suis arrivé en tribune, c'était le feu, quoi. Enfin, c'était magnifique. J'entendais quand je faisais le tour juste pour aller au COP Nord. C'était génial, c'était incroyable. Enfin, je sais pas, ça m'a redonné j'avais des énormes frissons quand j'ai entendu, mais quand je suis entré dans la tribune, c'était wow. Et puis après, une explosion magnifique. J'ai vu la très belle bâche du COP Sud.
qui est magnifique, hein, et qui envoie un petit message. On les coucou ceux qui se sont concernés par le message. Et puis le petit craquage aussi, un magnifique craquage comme celui qui était très beau d'ailleurs, hein, visuellement. Oh, c'est le dernier match, fallait se faire plaisir, je les comprends, moi je les comprends. Et puis après, l'ambiance en général, hein, c'était magnifique. Honnêtement, s'il y en a qui viennent nous dire que Saint-Etienne n'a pas d'ambiance, mais comme il a dit, hein, Julien, il y a toujours un public de bar, genre, même dans les pires moments, il y avait toujours quasiment 20 000 spectateurs qui venaient au stade. Ah bah on est en Et qui foutaient une ambiance de taré. Là, c'était pas une ambiance de taré, c'était une ambiance de. Toute la première partie de saison, on a quasiment été dernier toute la Ouais. première partie de saison. Si on enlève les matchs à huis clos total, plus en plus la Sud a pris des matchs à huis clos, on doit être à 19 000 de moyenne. C'est ça, ça peut Voilà. pas- 19 000 de moyenne. Et En étant dernier de Ligue 2. voilà. C'est. Enfin. Et puis, complètement. au-delà de ça, il y a toujours une ambiance. Ouais, il y a une ambiance de taré, mais là, dans l'ancienne, c'était une ambiance de giga taré. Mais vraiment, là, les fous étaient lâchés. On a l'impression que ça y est. Vraiment, comme tu l'as dit, Albert, on avait tellement souffert qu'il fallait se lâcher. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont attendu vraiment le dernier match pour se dire on y va, on donne tout. Et là, vraiment, on a tout donné. Les 10 dernières minutes sont absolument fantastiques. Alors là, c'est vraiment le stade debout. Voilà. Je pense qu'il n'y avait pas une personne qui était assise à ce moment-là. Peut-être quelques-unes, mais ça se voyait pas trop. Tellement le stade était debout. Levez les fous. Point, c'est tout Henri Point. Oui, Albert, oui. tu peux le témoigner. Et tout Henri Point était debout. Oui, je Le confirme. Foran était debout. Tout était debout. Ouais, non, c'est clair. Non, franchement, c'était vraiment du début jusqu'à la fin, une ambiance magnifique, exceptionnelle. Franchement, on peut que vraiment les applaudir. Et du coup, Melvin, qu'est-ce qu'on a pensé toi du coup de l'ambiance au chaudron? Moi, déjà, je suis très, très, très content que les filles ont eu ce qu'elles méritaient. C'est-à-dire quand même qu'elles soient acclamées. Parce que c'est une saison qui a été compliquée pour elles. Elles se sont battues pour monter. Et il fallait quand même qu'elles soient récompensées de tous les Oui. efforts qu'elles font. Voilà, pour la plupart, elles venaient juste d'arriver au club. Elles n'ont jamais connu Saint-Etienne de proche. Donc du coup, finalement, pour la plupart, c'était bien de vivre cette expérience au chaudron aussi. Parce qu'on sait pas de quoi est fait l'avenir. Est-ce qu'elles verront un jour le chaudron pour elles? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, de les voir se faire acclamer, ça m'a fait grandement plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis non, ouais, une ambiance de Barjo, hein, de toute façon. C'est quelque chose de fou, quoi. C'est un public de Barjo. Et dans les copes, tu regardes à ta droite, tu regardes à ta gauche. Ça peut être un vieux comme un jeune. Il va être dans la même mentalité de Barjo que tout le monde. C'est impressionnant. Et puis voilà, hein, ça fait du bruit. Ça fait un très très beau bruit. Non, franchement, c'était un plaisir. Et puis de retrouver ce stade avec autant de monde, parce que ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas vu ce stade avec une influence aussi importante. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien de retrouver ça, de retrouver des tifos, de retrouver quelque chose, une ambiance où tu avais l'impression limite que tu jouais une Coupe d'Europe et pas juste une 8e place de Ligue 2. Oui, mais on a l'impression qu'on venait de finir deuxième et qu'on allait jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Non, on est juste 8e et on va aller jouer en Ligue 2 l'an prochain. Donc non, franchement, c'est vrai, je suis d'accord. C'est ça c'est impressionnant. On va faire notre bon déplacement à Dunkerque et on sera heureux. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça la vie. Et à Concarneau. Hein. Non, mais avec le déplacement Concarneau. Je suis d'accord. Il y a un match exceptionnel en termes d'ambiance. Là aussi, un coup de gueule. J'ai vu que la fin du tour d'honneur des filles, ça m'a énervé un peu aussi. Je suis arrivé juste à un quart d'heure. Donc, par contre, pour terminer, avec cette ambiance, ça oblige maintenant. Hein. L'année prochaine, plus d'excuses, plus de faux fuyants, plus de faux semblants. Maintenant, l'objectif, il est clair. Hein. On a mis 40 000 spectateurs. C'est pas pour qu'on repasse une saison aussi difficile que cette année. Et là, ça oblige. Aujourd'hui, sur ce match contre Valenciennes, tout était beau, tout était gentil. Au début de saison prochaine, il va falloir confirmer. Il n'y a plus le choix.
Puis au-delà de ça, dans cette ambiance magnifique, il s'est passé plusieurs choses. On l'a dit, les féminines qui ont célébré leur titre, qui ont fait leur tour. Moi, j'ai pas pu y assister, mais j'ai entendu d'extérieur. Ça avait l'air d'être beau et magnifique. Bravo à elles et franchement, félicitations encore une fois. Hein, vraiment une saison exceptionnelle où elles ont été championnes. On leur souhaite vraiment le meilleur pour la saison prochaine. Et puis il y a eu 2 autres événements, puisqu'il y a eu retour de Jérémy Janot. Et en plus de ça, on a eu le dernier match de la carrière de Mathieu Debuchy. Pourtant, Mathieu Debuchy qui est resté 3 ans et demi à peu près. 3 ans et demi. Et il a vraiment. C'était un mec qui a laissé une empreinte exceptionnelle. Pour moi, un mec comme ça, franchement, Debuchy, c'était un mec comme ça. Donc, franchement, moi, je sais pas comment vous avez senti ces hommages pour ces 2 grands joueurs, très grands joueurs. Même le peuple vert a marqué Debuchy. C'est ce qu'il disait aussi dans le COP. C'est que bon, 3 ans et demi pour marquer un joueur, pour que le joueur marque son empreinte, c'est pas mal. Mais pour que le public marque le joueur aussi, c'est quand même faut le faire pour qu'un joueur monte dans le COP Nord pour aller adresser des messages. C'est rare quand même. C'est assez rare pour un joueur qui est resté si peu de temps. En tout cas. Et puis, Vas-y, Albert. Oui, mais parce que Mathieu Debuchy, on en parlera peut-être un peu plus de Jérémy Janot tout à l'heure, Mathieu Debuchy représente dans l'excellence même les valeurs de l'AS Saint-Étienne. Cette façon de ne jamais renoncer, cette façon de toujours se battre, cette façon d'être un leader dans l'âme. Et puis, c'est un joueur, rappelez-vous, il arrive en 2018, en janvier 2018, premier match, premier but. Des débuts idylliques. Vous voyez, premier match à Amiens, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Victoire à la clé, premier but. Et c'est un joueur qui a beaucoup marqué, notamment beaucoup marqué de buts à la Saint-Étienne. Notamment, il a marqué un doublé contre Bordeaux aussi la saison d'après. Moi, je suis persuadé, je l'ai beaucoup écrit parce que j'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Si Claude Puel avait gardé un joueur de cette trempe l'année où l'on lui a signifié qu'il ne nous intéressait plus, eh bien, on ne serait pas descendu cette année-là. Même s'il a vraiment joué, on ne serait pas descendu cette année-là. Donc, pour cette décision qui est complètement stupide, parce qu'il nous aurait rendu d'énormes services, quand bien même il était en fin de carrière. Au moins, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est incompréhensible. Et je pense que le peuple vert le lui a rendu vendredi soir. Et Julien, t'en as pensé quoi de l'hommage à Debuchy pour son dernier match? Debuchy, j'étais un fan absolu de ce mec. De sa mentalité, de son niveau de jeu, de tout, quoi. Sa mentalité, c'était un patron sur le terrain. Et merci Puel. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc que j'ai à dire, c'est merci Puel. Cette affaire de merde de Puel qui l'a dégagé. Alors que l'objectif de Puel, c'était réduire la masse salariale. Debuchy acceptait de diviser son salaire par 2,5 à peu près. Mais Puel l'a quand même dégagé. Après, Puel, de l'autre côté, il voulait pas des gens plus. Il voulait pas une tête que des. Il voulait pas qu'une tête dépasse. Des gens. Voilà. En fait, il voulait pas des gens, il voulait des marionnettes. Donc c'est sûr que Debuche ou après encore le niveau au-dessus, la Ruffier. Ruffier, oui. Ça, c'est des joueurs qui voulaient pas. On a vu le résultat, les résultats tellement beaux de Puel qui nous a massacré le club, parce qu'il nous a massacré des Etienne Green, il nous a massacré pas mal de joueurs du centre. Bon, malgré qui s'auto-suce sur la vente de Fofana. Mais bon, c'est le seul truc qu'il a fait en 2 ans et demi à Saint-Étienne. Oui. Mais et puis son livre, si vous l'avez pas lu, je vous déconseille de dépenser 20 balles pour l'acheter. C'est un des rares que je n'ai pas acheté, tu vois. C'est un des rares que je n'ai pas acheté. Je l'ai acheté comme tout bon pigeon que je suis en achetant des livres. Mais d'un autre côté, pour pouvoir critiquer quelqu'un, oui, c'est vrai, t'as raison. Aussi le lire. Mais son livre est à vomir. C'est un truc. Vous aimez pas votre beau-père, il aime le foot, vous lui achetez. Ce mec-là,
Ouais. Quand on voit les entraîneurs qu'on a eu à Saint-Etienne, entre Puel et Duprat, putain. Ouais, non, ça change. Est-ce que je suis content qu'ils descendent encore, Duprat? Ah, Je suis Oui. désolé pour Dijon, Duprat, c'est autre chose. j'ai rien contre Dijon, j'ai un super bon Non, club. Je lui ai Duprat, c'est dit, autre je suis chose. désolé, j'ai rien contre Dijon, c'est un club, bon, on s'en fout. Mais Oui. qu'est-ce que j'étais content qu'ils descendent. Putain, Ouais, j'étais content. ça, c'est bien dit, c'est bien dit, Julien. Moi, je suis d'accord avec toi, je te rejoins totalement. Parce que Non, moi, mais j'étais. attends. Alors, je peux par rapport à Puel, on va pas en faire non plus tout un. Moi, Non. j'étais pas content, mais je trouvais ses objectifs et son programme intéressants. Je me suis dit que peut-être que, mais voilà. Oui, effectivement, il a massacré le club et là, je lui en veux beaucoup, effectivement. Je lui en veux beaucoup, il n'y a pas de doute. Et puis la revanche, c'était que du coup, Debuchy, il a quand même pu faire ses adieux au point de Guichard. Oui. Il les a fait quand même. Hein. Puis lui a pas autorisé, mais lui, il a quand même pu les faire. Hein. Et, lors de son dernier match, ce qui est bien tombé pour lui, hein, vraiment, un jour exceptionnel, honnêtement. Franchement, Debuchy, rien à dire. Et puis, il y a eu juste avant qu'il vienne dans le COP de M. Debuchy, il y a eu une autre personne qui est venue dans le COP. Alors celui-ci aussi, très très grand joueur de la Saint-Etienne, immense joueur de la Saint-Etienne, hein, vraiment. Un excellent gardien, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a forgé toute une époque. C'est Jérémy Janot qui est revenu, l'entraîneur des gardiens de Valenciennes, et qui a eu son acclamation. Hein. C'était fantastique. Julien, t'en as pensé quoi de l'hommage à Jérémy Il va Janot? falloir qu'il vienne récupérer son épaule quand même. Il fait pas C'est manger, vrai. hein. Ah, c'est vrai, c'est clair. C'est clair, il n'y a pas de doute. Non, mais oui, après, voilà. C'est dommage que Valenciennes était encore pas sauvé. Parce Pas que sauvé, oui. si Valenciennes était venu sauver, Jérémy avait prévu de faire beaucoup mieux. Voilà, mais c'est sûr que bon, c'est dommage, même si la probabilité que Valenciennes descende sur cette journée, elle était faible. Infime. Elle était infime, comme avoir un 2 et un 3 au poker, mais voilà, ils n'étaient pas encore sauvés. Mais si Valenciennes était venu sauver, il avait prévu de faire beaucoup mieux en rentrant sur le terrain. Mais voilà, il a eu. Et puis ça fait 12 ans, 13 ans qu'il est parti de Saint-Etienne. Oui, 2011 2012 Mais quand il est arrivé devant le COP, je sais pas, j'avais l'impression qu'il était là. L'année dernière, il était là, quoi. Et puis on prend un coup de vieux aussi, du coup. Mais à qui le dites-vous hein? Mais c'est vrai que Jérémy, j'ai toujours l'impression qu'il est au club. Oui. Ça fait partie des. Et puis ça fait partie des joueurs, ils sont toujours là, quoi. Janot, c'est Saint-Etienne. C'est exactement ça. Il fait corps avec ce club. Alors, je vais être un peu le puriste. C'est quand même le gardien de but de l'AS Saint-Etienne qui a joué le plus de matchs pour l'AS Saint-Etienne, bien qu'il en ait peu joué en comparaison en Ligue 1, mais malgré tout, c'est quand même celui qui a le plus joué de matchs, plus qu'Ivan Kurkovic, plus que Stéphane Ruffier. C'est clair et net. Mais c'est le joueur qui fait corps avec son club et ça, bon, on ne pourra pas lui enlever. Hein. Il a commencé de manière déjà, je vais galvauder ce mot, mais de manière légendaire, d'accord, puisqu'il a sauvé, entre guillemets, sportivement le club alors qu'il était tout minot. Hein, moi, je m'en souviens, parce que c'était en 1997. Bien que ça a contribué à sa légende, mais c'est une légende urbaine. Il n'a jamais sauvé le club, contrairement à ce qu'on pense. Mais bon, il a quand même réussi à s'imposer alors qu'il a une petite taille. Et bref, c'est un joueur. Et on lui a mis un paquet de gardiens entre les pattes. Hein. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Hein. Effectivement, il a toujours eu de la concurrence. Tout le monde a pensé que cette concurrence lui serait supérieure. Il l'a. Jusqu'à Stéphane Ruffier, effectivement, il l'a toujours combattu, s'en est toujours sorti, et puis voilà, il a fait une carrière à l'AS Saint-Etienne qui est remarquable, invaincu à domicile pendant presque un an, 1534 minutes
consécutives sans prendre de but à Geoffroy Guichard, ça n'est jamais arrivé et je pense que ça n'arrivera jamais plus. Donc voilà, tout ça fait que, avec ses tenues excentriques, on s'en souvient tous, fait que c'est un personnage singulier et qui a mérité son hommage vendredi soir. Oui. Puis au-delà de ça, c'est toute une époque, parce que ça va des années 90 jusqu'au début des années 2010, donc ça touche vraiment une très large panel de la génération de supporters stéphanois, des plus expérimentés aux plus jeunes. Voilà. On reste soft, de toute façon. Des fois. Mais vrai que ça représente l'époque. Moi, on me dit Jeannot, ça me représente quand je commence vraiment à commencer à Saint-Étienne, c'est-à-dire c'est époque 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Enfin, c'est une époque, une époque où j'ai commencé à Saint-Étienne et je suis tombé vraiment amoureux. Oui, donc, c'est c'est toute une époque. Et Melvin, du coup, t'en as pensé quoi de l'hommage? Non, mais c'était très bien, c'est ce qu'il fallait, il le méritait. Après, moi j'aime beaucoup le bonhomme, j'aime beaucoup le joueur. Après, voilà, c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué en tant que joueur. Après, j'aimerais bien le revoir en tant qu'entraîneur des gardiens, tu vois, à la Saint-Étienne. Parce que il a prouvé à maintes fois, que ça soit surtout avec les gardiens à Valenciennes, Lucas Chevalier et Gauthier Larsonneur, il a réussi à toujours les remonter et toujours faire sortir le meilleur des gardiens. Donc j'aimerais bien le revoir à Saint-Étienne pourquoi pas aider Étienne Green à être un peu meilleur que ce qu'il n'est, parce que je pense qu'il lui faut un bon coup de fouet et un bon entraîneur des gardiens pour redevenir un très bon gardien. Et je pense que ça serait bien pour lui de revenir à sa maison et ça serait bien pour la SS de le faire revenir, je pense. Oui, c'est sûr que là, pour le coup, c'est un mec qui a vraiment prouvé que c'est un très bon entraîneur des gardiens. Et puis voilà, il a eu son moment hommage. Debuchy a eu son moment hommage. Et au-delà de ça, je finirai juste par vous dire que j'ai vu une image que je trouve assez exceptionnelle. Quand le match est fini, on voit les joueurs de Valenciennes qui vont vers leurs supporters les saluer. Après ça, au lieu de rentrer direct au vestiaire, ils font un petit tour sur leur gauche, ils passent devant le Cop Nord et ils les applaudissent. En marque de disant, vous nous avez marqué en tant que public. Donc ça montre encore une fois que ce match a marqué les esprits, au-delà de nous Stéphanois, ça a marqué les esprits, je pense, des joueurs de Valenciennes, et même, je pense, des supporters de Valenciennes qui ont fait le déplacement. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça leur donne peut-être pas un bon souvenir parce que c'est une défaite, mais au moins ils ont vu une ambiance, ils ont été dans une ambiance exceptionnelle. Du coup, messieurs, on a fini ce débrief, ce superbe débrief. On passe, du coup, à la partie où on vous parle du projet des Socios Verts avec Julien. Et du coup, je vais laisser la main à Albert. Oui, effectivement. On va faire une petite interview, Julien, sur le projet Socios Verts. D'abord, je suis honoré que tu aies accepté cette invitation et particulièrement heureux, puisque moi ça me touche particulièrement, tu le sais bien, puisque je suis moi aussi membre des Socios Verts, du bureau, donc ça me fait énormément plaisir qu'on puisse en discuter ensemble devant tout le monde, on va dire. Donc Julien, est-ce que tu pourrais spécifier, préciser le projet Socios Verts pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore, pour donner les dernières tendances, les derniers. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Le projet Socios Verts, c'est simple. C'est créer une coopérative, donc sous le statut juridique SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, avec les supporters, les entreprises, les collectivités locales, les associations, les anciens joueurs, pour récolter de l'argent, donc pour que les gens puissent acheter une part de cette société, la SIC Socios Verts. Donc la part de cette société sera à 42 €, et cette société deviendra actionnaire minoritaire de l'AS Saint-Étienne, de la SASP à AS Saint-Étienne. Alors pour le moment, c'est une SASP. On ne sait pas sous quel statut le repreneur la reprendra d'ici quelques jours, quelques mois, quelques années. Mais voilà, l'objectif, c'est, en 2 mots, supporter actionnaire.
D'accord, ok. Donc tu as bien un peu expliqué ce que sont ces promesses de contribution. Qui peut les faire? Tout le monde. Donc pour le moment, donc l'objectif à moyen terme, c'est que les gens puissent acheter une part de la société Sociosphère. Mais pour le moment, c'est une promesse de contribution. Il n'y a pas d'argent à donner concrètement. C'est une promesse de contribution, un engagement moral qu'on fait sur le site Sociosphère, où il suffit de cliquer sur rejoindre la dynamique. Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail. Alors surtout l'adresse mail, parce que tous les 15 jours, 3 semaines, on envoie une newsletter avec des questionnaires pour faire avancer le projet, ou là sur le projet 90 ans qu'on est en train de préparer. Oui, on en Et, parlera si tu veux. oui. Bah, après ça aussi, c'est aussi un grand projet d'Albert sur le collectif. Mais bon, ça c'est l'historien. Mais voilà. Et après, on met la somme en dernier qu'on pense mettre si le projet aboutit. Mais pour le moment, il n'y a pas d'argent à donner. Oui. C'est réellement pour le moment juste un engagement moral. Mais plus on a des personnes qui font une promesse de contribution, c'est pour ça que la promesse de contribution, beaucoup disent, mais ça sert à rien, c'est que du vent. Non, clairement, ça nous aide. Nous, quand on va voir des entreprises, des grosses entreprises industrielles ou de services sur la Loire, la Haute-Loire et même partout en France, parce qu'on a des sociétés qui ont fait des promesses de contribution qui sont à Rennes, qui sont à Marseille, qui sont à Nice, qui sont à côté de Bordeaux. Donc bon, Saint-Étienne, c'est pas l'AS Saint-Étienne, c'est pas seulement le club d'une ville, c'est le club d'un pays. Ah oui. Donc voilà, c'est une envergure largement nationale. Et puis on en a eu des exemples avec la vente d'écharpes où on a envoyé des écharpes dans quasiment tous les départements français. Donc voilà, on montre bien que l'AS Saint-Étienne. Et à l'étranger aussi. Et à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse. Bon, c'est l'Angleterre et la Suisse, c'est compliqué avec les frais de douane, mais on a envoyé en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, dans les DOM aussi, à La Réunion et en Espagne. Donc après, les expats, il y en a de partout. Mais voilà, comme je dis, faire une promesse de contribution, ça nous aide énormément quand on va démarcher, quand on va discuter avec le MEDEF, avec tous mes caloirs et compagnie. Et puis aussi, surtout même, quand on va discuter avec des repreneurs potentiels. Parce que quand on va discuter vers un repreneur potentiel, on en a rencontré quelques-uns, et la première question qu'ils nous posent, c'est combien vous êtes? C'est pas vraiment la somme. La somme, c'est indirect, mais c'est plus combien vous êtes. Est-ce que vous représentez vraiment quelque chose? On peut quand même la citer, hein, parce que ça fait combien de temps que le projet existe? Ça fait 1 an et demi. Voilà, ça fait 1 an et demi. On est, j'ai vérifié ce matin, 2743 ayant fait une promesse de contribution pour plus de 410 000 €. Donc c'est quand même une somme qui est conséquente. C'est un projet qui est sérieux. D'ailleurs, pourquoi c'est un gage de sérieux justement? Déjà, on a des conseils. Alors on dit conseils pour le grand public, on va dire avocats, qui travaillent avec nous. On travaille aussi avec des gens qui ont été conseils sur la SIC à Bastia, parce qu'à Bastia, du coup, il y a les socios. On a aussi travaillé avec les Calons de Guingamp. Les Calons de Guingamp sont aussi des socios. Et on commence aussi à être consulté par d'autres clubs qui ont un projet de monter une partie socios dans leur capitale. Comme il y a quelque temps, Toulon qui a un projet, et bon, après d'autres, mais que je ne peux pas citer pour le moment. Mais voilà, il y a d'autres projets sociaux en France qui sont même directement pris par le club, où c'est les clubs qui veulent essayer de mettre ça en place. Et là, certains commencent à nous consulter sur la partie juridique, sur la partie organisationnelle, savoir comment ça peut se monter, savoir comment ça peut s'intégrer aussi à une SASP. Donc, on est consulté par des directions d'autres clubs qui montrent bien que notre projet est largement crédible auprès de clubs professionnels de Ligue 1. Il est d'autant plus crédible que parmi nos contributeurs, on n'a pas que des anonymes. Voilà, non, il y a des anciens joueurs comme Lubo, Moravjic, John, Sivek. Après, qu'est-ce qu'il y a? Adrien pour ça. Oui. Damien Bridono. Si j'oublie Damien, il va me faire la gueule. Mais voilà. On l'a eu en interview, oui. Ça a été un moment extraordinaire. Mais Dam, humainement. Mais John, lui, je pense que
on a discuté avec beaucoup d'anciens joueurs, mais un mec comme Lubo, que je vois en plus mardi soir, parce qu'il vient à Saint-Étienne. Oui, c'est vrai. Lubo est un mec, c'est une légende. C'est une légende de l'AS Saint-Étienne. Ah, C'est une complètement. légende du foot aussi par sa carrière internationale. Mais des mecs aussi simples que ça, je citerai pas de nom, mais on discute avec d'autres joueurs qui ont fait à peu près un quart d'heure avec le maillot vert. On a l'impression de discuter avec Messi ou Ronaldo, et puis à côté de ça, on va discuter avec des John Sivbeck, avec des Lubo, et c'est pas la même échelle, c'est pas la même réputation. Et puis voilà, Lubo est toute la génération 80. Saint-Étienne, c'était incroyable. Hein. Et puis voilà, Marseille a essayé de le piquer, il a été d'une fidélité incroyable au club. Voilà, Albert, on parlait d'André Laurent tout à l'heure, Oui. ça fait partie de cette génération-là. Et c'est les anciens joueurs qui nous rejoignent, et puis il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres qui vont venir rapidement. Voilà, ça montre aussi la crédibilité que les anciens de la Saint-Étienne, les anciens qui ont porté ce maillot vert, qui ont travaillé dans Geoffroy Guichard, qui ont travaillé dans le club, croient en ce projet et pensent que ce projet est crédible et une avancée pour la Saint-Étienne. Très bien, tu as parfaitement raison là-dessus, il n'y a pas de doute. À ton avis, quel est l'objectif du montant que les Socios Verts pourraient récolter? Est-ce qu'on a un objectif pas chiffré, mais... Moi, l'objectif, c'est comme je parlais tout à l'heure, c'est pas vraiment la somme. La somme sera secondaire. Je préfère avoir 42 000 personnes sociétaires de la future SIC et que chacun mette 42 € qu'avoir 4 200 personnes qui mettent 420. Donc voilà, si on arrive à 1,5 million, 2 millions, parce que l'objectif sur le papier, c'est 5% du capital de l'AS Voilà, Saint-Étienne. c'est ce que je voulais Mais dire, 5% du capital de l'AS Saint-Étienne, c'est quoi? Et ça, valoriser, effectivement, c'est compliqué. Voilà, j'ai beau avoir tous les bilans des 10 dernières années et même de l'exercice dernier, pour arriver à faire une valo, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est 1,5, 2 millions, on est dans les clous. Ok, tu as raison. Alors, l'association s'est structurée. Elle a même publié ce qu'on appelle un livre blanc qui comporte 11 thèmes. Comment est née cette initiative? En quoi consiste ce livre blanc et où peut-on le trouver? Alors, comment il est né? Il est né en réunion. Alors, nous, on a une réunion le jeudi soir à 19h30 qui dure entre 1h et 3h. C'est bon, une heure la plupart du temps. Et on parlait beaucoup de projets, on parlait beaucoup d'idées. Et puis il y a un joueur qui nous soutient, qui a dit mais c'est bien beau, vous en parlez comme ça entre vous, mais en fait les gens ils sont au courant de rien. Et donc du coup on a commencé à réfléchir de savoir ce qu'on allait faire, comment on allait faire. Donc on a consulté des sponsors, des anciens sponsors, des actionnaires minoritaires, parce que à l'AS Saint-Étienne, il y a aussi des petits actionnaires. Il y a 3,5% du capital de l'AS Saint-Étienne qui sont des personnes qui ont mis 1 500 € fin des années 90. Et voilà, on a consulté les associations de supporters, des supporters, des entreprises. On a fait des constats, parce que déjà l'essentiel c'était faire des constats pour pouvoir mettre des propositions en face. Et puis une fois qu'on a fait ces constats, on a dit bon maintenant il va falloir mettre des trucs en face. Et donc du coup tous les 15 jours, on a envoyé un questionnaire aux contributeurs avec des propositions qui nous validaient ou validaient pas. Et le livre blanc a été construit comme ça. Voilà. L'objectif c'était vraiment que le livre blanc soit coopératif. Voilà. Nous l'objectif c'est créer une coopérative et que le projet soit coopératif. Donc on est vraiment toujours dans cette idée coopérative. Et une fois, au bout d'une bonne quinzaine de questionnaires, parce que ça a duré un moment, on a fait la rédaction du livre blanc, et du coup, le livre blanc qu'on retrouve sur le site sociosverts.fr. Sur le côté, il y a livre blanc, on peut le télécharger en format PDF ou directement le lire sur le site internet. Et l'objectif, c'est qu'il avance. Sur la partie environnement, écologie, on a un partenariat avec FEF, Foot Écologie France. Qui a sorti un e-learning hier. Oui, exact. Vous pouvez retrouver le lien sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie.
et Twitter. Et voilà, ce qui nous a permis aussi d'apporter aussi l'expérience de Fef, qui est réellement un expert sur cette partie-là, et de continuer à nourrir le livre blanc au quotidien. Tout à fait. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce livre blanc concrétise notre action. C'est du concret. Ce sont Oui. des propositions qui intéressent tout le monde et qui montrent dans quelle direction on veut aller, cette direction étant celle qui a été validée par l'ensemble de nos contributeurs. Donc, Sur la première partie du livre blanc, c'est un peu la partie chiante, c'est la partie un peu juridique, toujours chiant le juridique, faut dire ce qui est. Il y a l'organisation de la SIC. Parce que voilà, l'organisation avec les différents collèges, le pourcentage de droits de vote des collèges, pour montrer que le collège des entreprises et le collège des particuliers ne peut pas bouffer l'autre. Voilà, il faut qu'au moins 3 collèges soient d'accord pour qu'une décision soit passée. Comment les représentants des collèges sont élus, comment le représentant Socios Verts sera élu pour nous représenter auprès du club. Voilà, toute cette partie-là, toute cette organisation-là est indiquée sur le livre blanc. Il manque des choses. Si on mettait tout, il ferait 75 pages. Par exemple, sur la partie rémunération, c'est quelque chose qu'on devrait mettre, mais les membres du conseil d'administration de Socios Verts ne seront ni payés ni défrayés. Voilà, c'est quelque chose qui est dans nos statuts, dans les statuts de la SIC, du coup, qui est en cours, quasiment fini d'écrire. Mais voilà, il n'y a personne qui gagnera de l'argent. C'est pas parce qu'une personne sera élue dans le comité de direction de la SIC sera rémunérée ou défrayée. Voilà. Il n'y a personne qui gagnera de l'argent avec Socios Verts. Et nous, je permets nous, on le promet et on va le tenir. De toute façon, ça sera dans nos statuts. Voilà. Donc, ça sera dans les statuts de la SIC qui seront déposés auprès de toutes les instances quand une entreprise est créée, parce que ce sera une entreprise normale, qui, du coup, si c'est dans les statuts de la SIC, pour les changer, il faut une assemblée générale et pour que la SIC soit changée, il faut que l'ensemble des sociétaires, donc si demain il y a 40 000 sociétaires, il va falloir que la majorité des sociétaires soient d'accord. Donc c'est une usine à gaz, donc c'est pour ça que l'écriture des statuts doit être extrêmement carrée, extrêmement propre, et extrêmement droite pour éviter les problèmes à l'avenir. Oui, mais ça contribue aussi à la crédibilité de l'ensemble. Ah, clairement. Il n'y a pas d'autre. Clairement. Alors, voyons un peu quelle est l'actualité des Socios Verts aujourd'hui. Tu en as un petit peu parlé, mais donc parle-moi justement de cette initiative de Foot Écologie France, qui est parrainée d'ailleurs par le truculent Omar Da Fonseca, qu'on connaît bien à Saint-Étienne. Hein. Oui, c'est pas sûr que ce soit une très très bonne expérience par contre. Mais oui, Football Écologie France, ça fait combien ? Ça fait 6-7 mois. C'était avant la Coupe du Monde, ça va être octobre. Ça va être en octobre qu'on a commencé à discuter avec eux pour voir ce qu'ils pouvaient nous apporter, savoir ce qu'on pouvait leur apporter aussi. Et eux, leur objectif, leur slogan, c'est tous éco-supporters. Et voilà, ça arrivait à améliorer l'environnement et l'écologie dans le milieu du foot. Et donc, juste avant la Coupe du Monde, ils avaient sorti une grande enquête nationale où tout le monde pouvait répondre. Et à partir de ce résultat, ils ont sorti un e-learning. Donc, voilà, des conseils autant pour les clubs amateurs, même pour les collectivités locales en général, et les clubs professionnels. Et là, il y a quelques clubs qui commencent à rejoindre, quelques clubs amateurs déjà, et il y a quelques clubs professionnels qui vont sûrement faire la démarche de rejoindre Foot Écologie France d'ici quelques semaines et quelques mois. Mais allez voir sur le site Foot Écologie France, le e-learning est vraiment, vraiment bien fait, c'est vraiment, vraiment bien fait. Oui. Et puis vous pourrez aussi voir sur le site Socios Verts, on a les liens, donc vous pourrez les consulter également. C'est ça. Alors, le 26 juin 2023, l'ASS fêtera ses 90 ans. Donc Socios Verts ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de l'initiative que Socios Verts ont prise pour cet anniversaire ? Alors, déjà, il va falloir qu'on se mette d'accord, Albert. C'est quel jour la date d'anniversaire de l'AS Saint-Étienne ? Parce que beaucoup de monde me demandent du coup. Alors, c'est bien le 26 juin 2023, c'est-à-dire notre inscription officielle à la Fédération française de football. On a existé. C'est 7 octobre.
Pardon? Et le 7 octobre, du coup, c'est quoi? Ah, c'est rien du tout. C'est strictement rien. Enfin, en tout cas, à Parce ma que connaissance, le premier match de l'AS Saint-Etienne en tant que club professionnel, c'est le 10 septembre 1933. Donc, même ça. Alors, pourquoi le 7 octobre en fait? Parce que ben, les groupes de supporters, pourquoi oui. ont-ils décidé cette date? Mais parce que c'est après la Coupe du Monde de rugby et qu'on peut rien faire avant. Ah, Puisque, oui. puisque Parce qu'il n'y aura le pas les stade, filets. et non seulement il n'y a pas les filets, mais le stade n'appartient plus pendant la Coupe du Monde à la métropole. Il est exclusivité de la Fédération internationale de rugby. Donc nous, on ne peut rien faire pendant toute cette période. Donc ce qui fait que Donc, pas de tifo, rien du tout. rien, interdit. D'ailleurs, le stade sera aux couleurs des équipes de Oui. rugby qui y joueront. Le vert, il n'y aura pas de droit de citer. Si, peut-être si l'Irlande joue, je ne suis pas sûr. Sinon, on verra jouer l'AS Saint-Etienne avec les couleurs du stade ayant les équipes de rugby qui y joueront. D'accord. Et, Donc, pendant cette période, aucun club ne pourra faire de déplacement à l'AS Saint-Etienne. exact. Donc, ce qui fait que si on veut fêter cet anniversaire, on est obligé d'attendre la fin de la Coupe du Monde de rugby. D'où cette date, c'est la première date après la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'est ça la raison. D'accord. Mais la date exacte, c'est bien le 26 juin 2023. Il existe cette date d'enregistrement, c'est une lettre qui est dont comment dirais-je, l'officiel est au Musée des Verts. D'accord. Mais vous pouvez trouver sur Internet des facsimilés de cette lettre qui nous inscrit officiellement à la Fédération française de football et qui nous a ensuite plongé en deuxième division. Parce que là aussi, il y a une petite histoire. Pierre Guichard, qui est le fondateur du club, espérait que l'AS Saint-Etienne soit versée directement en première division. Ça n'a pas été le cas. L'inscription, justement, était trop tardive. Et donc, on a commencé en deuxième division en 1933-1934. Voilà pourquoi les groupes de supporters ont été obligés de choisir cette date du 7 octobre. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre raison. Bon, bah merci, parce que du coup, il y en a plein qui m'ont posé la question. Et après, tu pourras pourtant, je fais partie du truc bénévole pendant la Coupe du Monde, mais ouais. Bon, mais j'avais pas de réponse à donner. Maintenant, demain, j'en aurai au boulot. Merci Albert. De toute façon, quand on a un truc à demander, on demande à Albert. Mais du coup, pour revenir à ta question sur ce qu'on a à peu près prévu, donc demain, on a une newsletter qui rappelle un peu la newsletter d'il y a 10 jours, où on lance un questionnaire pour élire le meilleur joueur ou notre joueur préféré de chaque décennie de l'AS Saint-Etienne. On finit à 2010, on commence à 1930. Bon, alors 1930-1940, on l'a mis sur la même décennie. Et le meilleur, le plus grand entraîneur, le plus grand dirigeant. Et voilà. Et puis l'année prochaine, tout au long de la saison, il y a à peu près sur les 12 mois, il y aura une vidéo par mois où on parlera de celui qui aura gagné 2010. On fera une vidéo de 4-5 minutes sur tous les mois sur un qui aura gagné ce questionnaire. Et aussi pour le 26 juin, on demande aux gens de se filmer, de filmer leurs proches et compagnie en souhaitant un joyeux 90e anniversaire à l'AS Saint-Etienne. Et on fera un petit montage vidéo avec toutes les vidéos qu'on recevra. Alors pour nous envoyer la vidéo, c'est pas compliqué, c'est anniversaire@sociosvert.fr et les infos seront sur la newsletter de demain. Et pour recevoir la newsletter, il faut avoir fait une promesse de contribution à Sociosvert. C'est ce que j'allais dire. Voilà, on en revient toujours au même. Ah bah il est normal de leur donner la priorité, oui. Puisque cet anniversaire est un anniversaire quand même très très important et qu'on ne pouvait pas passer à côté. Mais il est normal que l'association réserve cette priorité à ceux qui ont fait une promesse de contribution. Donc si vous voulez participer, voilà ce qu'il vous reste à faire, c'est faire une promesse de contribution à Sociosvert et après vous pourrez participer à ces différentes initiatives. Allez, dernière petite question, si tu veux bien. Imaginons maintenant l'avenir. Sociosvert entre dans le capital de l'ASS, ce qui est prévu. Quelle serait, à ton avis, la première mesure
que ce sauce vert pourrait mettre en place? Je pense qu'on n'est pas d'accord au sein du collectif, mais bon, c'est ça qui rend les choses intéressantes. Mais encore, je suis même pas sûr qu'on soit pas d'accord. Mais il y a une des propositions dans le livre blanc, c'est la commission permanente. La commission permanente des supporters. Pour moi, c'est la priorité. Et en plus, c'est quelque chose qui coûte strictement rien. Donc la commission permanente des supporters, c'est prendre un représentant de chaque groupe de supporters, mais aussi de chaque groupe et association de supporters, mais aussi des gens qui ne sont pas encartés dans les groupes de supporters. Prendre 2 abonnés à Henri Point, indépendants, un abonné Cop Nord, un abonné Côte Sud indépendant, et aussi une personne qui achète une loge à l'année. Et pour arriver à mettre tout le monde autour de la table et avoir une ligne commune. Comme je dis, le stade n'appartient à personne. Le stade, bon, le propriétaire du stade est Saint-Étienne Métropole, mais voilà, le stade n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Et certains ont un peu tendance à s'approprier le stade. Et donc voilà, l'objectif est réellement d'arriver à créer une dynamique autour de ça et pouvoir faire évoluer. Par exemple, on a vu, la Saint-Étienne a tenté de faire un truc avec les jeux de lumière à l'entrée du stade qui a été hué. Oui, c'est vrai. Hué, moi, j'ai toujours pas compris personnellement, mais c'est pas. Je trouvais ça joli. Bon, c'était très mal fait, soit, mais c'était un peu de modernité. Mais s'il y avait un dialogue entre le club et les supporters, s'il y avait ces choses-là, oui, tu as raison. Ça n'aurait jamais été sifflé. Mais le problème, c'est que tout ce que le club proposera, tant que les 2 présidents seront à la tête, ça sera sifflé. Ouais, Demain, le club fait venir Ronaldo, ça sera sifflé. Voilà, c'est comme ça. La scission est tellement importante que de toute façon, tout ce que le club proposera, tout ce que le marketing proposera, tout ce que tout le monde proposera, ça sera de la merde. Donc voilà, arriver à créer une dynamique là avec les associations de supporters, avec les indépendants, et arriver à mettre tout ça autour de la table pour arriver à recréer une dynamique d'avant-match, recréer une dynamique d'animation de match, créer une économie indirecte autour du stade. Et pour moi, il est extrêmement important que les supporters indépendants, que les groupes de supporters, les associations de supporters soient mis dans cette commission-là pour pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. Ah mais non seulement, et puis tu as raison, de toute façon, ce stade ne peut vivre qu'avec les supporters. Donc ils sont les On l'a vu premiers. vendredi. Voilà, oui, ils sont les premiers parties prenantes. Donc Oui, écoutons-les, forcément. Oui, et puis voilà, nous, dans le livre blanc, pour ceux qui le liront, il n'y a pas de budget. Tout est gratuit. C'est que il y en a certains qui nous disent, mais c'est tellement évident, c'est tellement du bon sens que pourquoi c'est pas en place. Ouais, je suis désolé, je suis pas. Aucun de nous n'est président de la Saint-Étienne, et puis il y a peu de chances que quelqu'un du bureau le soit un jour, et puis moi je le serai jamais. Mais voilà, il y a que des choses évidentes. Sur le merchandising, par exemple, il y a une proposition qui est écrite, qui ne coûte strictement rien. C'est que 3-4 mois avant la fin de la saison, on envoie un questionnaire à tous les supporters de la Saint-Étienne, avec la newsletter qui est envoyée, cette communication est déjà bien faite, et on propose 3 designs d'écharpes. Et les supporters élisent l'écharpe officielle de la saison d'après. En faisant ça, on crée une dynamique. Et en plus, on l'a fait fabriquer en France, de préférence. On a des tisseurs qui sont partout autour de chez nous, qui sont largement capables de la faire, et à des prix extrêmement intéressants. Albert en est témoin. Nous, notre écharpe, on l'a fait à Sainte-Sigolène. C'est à 20 minutes de Saint-Étienne. Et en termes de prix, c'était à peine plus cher que si on l'avait fait en Tunisie ou au Portugal. Donc voilà, arriver, c'est pareil, c'est des petites choses. Ça coûte strictement rien. Mais si on fait participer les gens, pas sur le logo, pas sur le même exemple que le logo, parce que c'est totalement un contre-exemple, mais si on fait participer les gens se sentent intégrés dans le club. Et s'ils sont intégrés dans le club, en plus, ils achèteront plus. Et la boutique doit être une source de revenus pour la Saint-Étienne. Si les bilans sont publics, jusqu'à peu de temps, je ne pouvais pas trop le dire, mais quand on regarde les bilans de SS Product, qui est la société de la boutique officielle de la Saint-Étienne, l'année dernière, le bilan comptable, moins 400 000 €. La boutique officielle de la Saint-Étienne perd de l'argent. Il y a un peu l'excuse du fait qu'on changeait d'équipementier et on changeait de logo, donc il a fallu liquider les stocks
à des prix très très bas, donc vente à perte. Mais il n'y a pas que ça. C'est sûrement aussi un merchandising qui ne correspond pas à la demande. Donc, pourquoi on ne demande pas aux gens? Oui. Les gens sont gratuits. Les gens attendent que ça qu'on leur demande. Quand on a construit le livre blanc, quand on allait voir les gens autour du stade, quand on envoyait les questionnaires, les gens attendent que ça. Ils attendent que qu'est-ce que vous voulez pour le club? On ne parle pas de recrutement. Le Sociosphère ne se mettra jamais sur la partie sportive. Ça c'est l'ADN clair de Sociosphère. On est très clair dessus et on ne dérogera pas là-dessus. Mais sur beaucoup de choses, le club peut évoluer grâce aux supporters. Mais il suffit juste de leur demander. C'est pas besoin d'avoir un prix Nobel, d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po pour dire, si on demande l'avis aux gens, et du coup, on aura leur avis. Non mais c'est incroyable, hein. C'est quand même incroyable comme phrase. Mais pour le moment, très peu de clubs le font. Et les clubs qui le font sont les clubs qui vont le mieux. Lens, c'est un club qui est très participatif. Le budget, la boutique se porte très bien. Le stade se porte très bien. Strasbourg aussi un très bon exemple. Il y a une étude qui a été faite sur Strasbourg. Strasbourg, en moyenne, les supporters arrivent 1h30 avant le match. C'est énorme. C'est 2 matchs, du coup. Mais du coup, ils consomment. Il y a des animations autour. Donc, du coup, c'est familial. Il y a des animations. Les gamins viennent. Du coup, les parents viennent. Si les parents viennent, s'il y a des animations, ils font venir les gamins. Et voilà, ça crée une économie, ça crée une dynamique. Et c'est ça, c'est arriver à recréer une dynamique. Après, il faut être extrêmement honnête, pour recréer cette dynamique, ça va être très compliqué de le faire avec la direction actuelle. Mais on peut déjà commencer à lancer déjà quelque chose. Et si la direction du club demain nous demande de les rencontrer, d'avancer sur certains dossiers, on ira discuter. On discute avec tout le monde et on discutera avec eux. Et s'ils veulent commencer à avancer des sujets dessus, on demandera, je pense, aux personnes qui ont fait une promesse de contribution quand même, parce que ça paraît évident. Mais voilà, il y a rien de révolution. Enfin, pour nous, en fait, dans le livre blanc, il y a rien de révolutionnaire. Mais en fait, si. On en discutait avec un sociétaire, Timothée Mémon, journaliste à RMC et ancien journaliste d'Active. Il disait, mais votre projet est un projet fou. Non, il n'y a rien de révolutionnaire. Et que ce soit avec d'autres journalistes d'RMC aussi, ça on le dira dans quelques temps. Mais ce projet-là sera repris. Et vu les coups de téléphone qu'on commence à recevoir d'autres clubs, il sera vraiment repris. En espérant qu'on soit cité quand même de temps en temps. Melvin, Bastien, est-ce que vous voulez vous-même poser une ou deux questions avant de laisser Julien conclure? Après, moi, j'ai pas vraiment de questions spécifiques, mais j'ai un avis sur peut-être la formation, parce que ça peut être un peu de votre au niveau peut-être éduquer l'éducation des jeunes, on va dire. Parce que je sens qu'il y a pas mal de, quand je vois des jeunes, je trouve ils ont moins l'ADN ASSE qu'avaient certains. Donc, je sais pas si vous avez, pour vous voulez peut-être leur éduquer un peu plus la mentalité stéphanoise ou un projet là-dessus, de dire, il faut que des mecs leur inculquent un peu ça. C'est dans notre livre blanc. Dans le livre blanc, sur la partie centre de formation, et même accueil des nouveaux joueurs professionnels, il y a une partie formation sur Saint-Étienne, avec des anciens joueurs, faire intervenir des anciens joueurs de toutes les générations, pour leur expliquer ce qu'est le club, faire intervenir aussi des industriels, pour expliquer l'économie locale l'économie de Saint-Étienne, des historiens aussi. On a quand même un historien incroyable à Saint-Étienne. Si vous voulez une interview, je vous conseille d'aller voir sur Samos TV sur YouTube, où, le reportage sur Saint-Étienne, le reportage de Samos, c'est incroyable. Je dis pas ça parce que Sociosphère est dedans, mais Le premier musée de voilà, France. c'est arrivé, c'est expliquer aux gamins ce que c'est Saint-Étienne. Parce qu'au centre de formation, une grande majorité, à une époque c'était beaucoup Marseille, maintenant beaucoup moins, vu que le recruteur n'y est plus. Mais voilà, la plupart c'est la région parisienne. Mais il faut, quand il porte le maillot vert, c'est pas juste un club qui va lui donner un chèque en fin de mois.
Enfin, en début, c'est le 5 à Saint-Etienne. Mais c'est arriver à éduquer les jeunes à Saint-Etienne. Et que si un jour ils signent professionnel, si un jour ils jouent au stade Geoffroy Guichard, qu'ils savent Saint-Etienne, c'est ça. Et les éduquer. Et l'éducation, pour moi, est vitale. Et même ça rentre aussi quand il y a un joueur qui rejoint le club. Et ça, j'en ai eu discuté avec des joueurs qui sont restés très peu de temps au club. Ils nous ont dit, nous, quand on vient à Saint-Etienne, on a un logement ou l'hôtel à la Charpinière souvent. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'éducation au club. Même quand le joueur a 25 ans, il a sûrement jamais entendu parler de Saint-Etienne. Mais voilà, on leur explique. Moi, je suis cadre dans une société. Quand il y a un nouveau salarié qui arrive, on l'accueille. On le forme, on lui explique ce que c'est l'entreprise, on lui explique l'histoire de l'entreprise. Voilà. L'accueil est un élément extrêmement important. Si on se sent bien accueilli dans une entreprise, dans un club de foot, on y restera. Et puis on sera passionné par. Et du coup, on aura envie de donner beaucoup plus. Alors que si on arrive dans un club ou une entreprise en disant ton bureau il est ici, ton vestiaire il est ici, je te rejoins à midi pour aller boire une bière ou le soir pour aller boire une bière, dans le meilleur des cas, parce que souvent c'est même pas. Et ça marche pas. Et c'est un élément qui est clairement dans le livre blanc. Et on a beaucoup d'anciens joueurs avec qui on a discuté qui nous ont dit Banco, moi s'il faut venir passer 3-4 jours à Saint-Etienne pour expliquer, je viens passer 3-4 jours à l'écran, c'est pas un problème. Oui, mais je sais que Philippe Gastal, Oui. l'historien de la Saint-Etienne et du musée des Verts, se bat pour cette solution également. Donc peut-être qu'elle peut caler dans le bon sens. Effectivement. Ah oui, mais clairement, Philippe essaye de faire un boulot énorme dessus, mais bon, très peu écouté. Et c'est bien dommage. Surtout quand on a des mecs comme Philippe. Bon, après, il arrive jamais à l'heure, mais... Non mais ouais, après, juste pour revenir sur tu vois, les promesses de dons, Contribution. Contribution, excuse-moi. J'y travaille. Le prix, il n'y a pas, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix, il y a un prix minimum, mais après c'est libre à la personne, c'est ça. Pour le moment, bon après je sais plus pourquoi ça avait été mis 30 €. C'est pas, on a eu des promesses de contribution avec des entreprises à plusieurs milliers d'euros, même des particuliers, Voilà, donc on a contacté pour être sûr quand même, parce que pour éviter de la merde. Mais voilà, il y a eu des particuliers à 7-8 000 €, des entreprises à plusieurs milliers d'euros aussi. Donc oui, après pour le moment c'est qu'une promesse de contribution. C'est plus on aura des gens qui font une promesse de contribution, plus on aura des chances de réussir. Plus la somme sera élevée, n'est pas un gage que le projet aboutisse. C'est réellement le nombre de personnes qui fera qu'on arrivera à convaincre le repreneur, à convaincre des entreprises, qu'on a du monde derrière nous. Quand on va voir un repreneur, quand on va voir une entreprise, et qu'on leur dit, mon gars, derrière, il y a 10, 15, 20 000 personnes derrière moi, 10, 15, 20 000 personnes derrière moi. Julien, je crois que malheureusement. Ah, voilà. On a perdu Julien en pleine explication. Nous avons perdu Julien. Oh là 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 là. En pleine explication. Aïe aïe aïe, ça arrive, c'est les aléas du direct. Non, mais en tout cas, on voit que c'est quand même un projet très sérieux. Peut-être en parler avec Albert, vu que tu es au bureau, mais on voit quand même que c'est sérieux. Moi, de toute façon, je l'assume et je ne regrette pas avoir fait ma promesse de contribution. Parce qu'au moins, on voit que c'est sûr sérieux. Mais voilà, franchement, un projet. Ah, Julien, tu es de retour, ça y est. C'est les aléas, c'est pas grave. C'est les aléas, c'est pas grave. Eh bien, écoute, on va te laisser conclure. N'hésite pas à rappeler les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes et que on peut bien évidemment nous contacter ou faire cette promesse de contribution. Ouais, déjà merci à toute l'équipe de la Lucarne et Actu Synthé. Merci à Colin aussi, qu'on ne voit pas mais qui fait un gros boulot derrière. Et si
vous pouvez déjà dans un premier temps nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok depuis quelques semaines. LinkedIn aussi, qui est notre plus gros réseau. Et aller faire une promesse de contribution. Réellement, plus on aura des gens qui ont fait une promesse de contribution, plus on aura des chances de réussir. Faire une promesse de contribution, c'est pas juste du vent, c'est un engagement moral, c'est un engagement écrit, et ça nous aide vraiment, et ça nous aidera vraiment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a beaucoup de choses, beaucoup de discussions qui sont faites, et une promesse de contribution nous aide. Une promesse de contribution nous aide. Vous faites une promesse de contribution, vous en parlez à vos proches, à vos collègues de boulot, à tout le monde, des supporters de Saint-Étienne, on en a tous des centaines autour de nous. Si vous arrivez à convaincre 10, 20, 30 personnes, si là les 2700 arrivent à convaincre 2 personnes, on est 5000, on est plus de 7500 du jour au lendemain. Donc voilà, c'est réellement ça. Nous, on essaye de faire le taf. On essaye de communiquer, on essaye de faire du média, on essaye de sortir du contenu. Mais de toute façon, le meilleur porte-parole, ça sera jamais moi. Le meilleur porte-parole, ça sera ceux qui sont déjà convaincus et qui ont déjà fait une promesse de contribution. Eh bien, merci bien Julien pour toutes ces précisions. Ça a été très instructif et j'espère que tout le monde aura apprécié tes explications qui ont été les bienvenues. Merci à tous. Merci à toi, Julien. Et puis, du coup, on passe. Le dernier de la saison, le petit quiz. Ah oui, parce qu'on. C'est là que je me ridiculise maintenant. Non, vous verrez. Ah non, alors là, c'est vraiment le quiz. Non. Là, c'est vraiment le quiz où tout le monde peut gagner. Donc, c'est un quiz spécial. Déjà, Colin, tout à l'heure, disait je peux avoir toutes les réponses. Non. Ouais. Non, il n'y a que moi. Non. Là, je peux le confirmer. Personne ne connaît les réponses. Alors, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas faire de pronostic puisque le championnat est terminé. Donc, comme ça, on arrêtera de se ridiculiser. D'accord. Et comme ça, je suis sûr que par contre, donc, on a décidé de faire un petit quiz, mais un peu différent que d'habitude, puisque ce ne sont pas des joueurs à trouver. Ce seront des matchs de la saison en fonction d'indices que je vais vous donner. D'accord ? Essayez de trouver ce match en fonction donc, des indices que je vais vous donner. Donc, je commence. Premier indice. Sur ce match-là, l'ASS joue contre le 15e du championnat. Alors la règle, on rappelle, à partir du moment où vous donnez une réponse, vous ne pouvez plus jouer pour cet indice. Vous devrez attendre qu'on vous donne un deuxième indice pour donner une deuxième réponse. Et vous devrez attendre que tout le monde aura répondu, ou alors que je passe à un deuxième indice. D'accord ? Et le 15e du championnat, c'est le 15e du championnat au moment où ce match se joue. C'est pas le 15e de la fin du championnat. Ouais, ce qui paraît normal. On est bien d'accord. Allez, dites-moi. Valenciennes ? Bah non. Parce qu'ils étaient le 15e, Valenciennes. Ah, ils ont été, oui, c'est possible, oui. Parce que là, du coup, ça peut être beaucoup de matchs. Ah oui, ça peut être les 19 autres équipes, ça peut être ça. Là, Saint-Étienne, Dijon, Saint-Étienne. Non. Ah oui, et oui, effectivement, vous donnez une solution, vous me donnez aussi le sens du match. D'accord ? Ah bah oui, sinon c'est trop simple. Ouais, du coup, il reste encore 36 solutions. Saint-Étienne, Le Havre. Saint-Étienne, Le Havre. Bon, ben voilà, c'est terminé. Pour mon premier, effectivement, c'est Saint-Étienne, Le Havre. Et là, je l'ai appris au moment de faire mon quiz. Effectivement, quand ils sont venus, ils ne dominaient pas le championnat, ils étaient 15e. Non, ils étaient très très loin. Ils avaient du mal et c'est leur première victoire où ils se relèvent derrière. Exact. Et après, ils enchaînent tout. Saint-Étienne, c'est pour relancer un joueur. Voilà. Pour relancer un joueur, un club, il faut appeler Saint-Étienne. Alors, c'était un match important. À cause de la tôle qu'on a reçue. Historique, parce que c'est la première fois que sur un même match, on prend 3 cartons rouges. Et notre plus grosse défaite de notre histoire à domicile à Geoffroy Guichard, L1 et L2 confondus. Donc ça, effectivement, ce match-là, je ne pouvais pas le rater, parce qu'il a fait très 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 mal.
Et heureusement qu'on pouvait pas y être. Ah oui, oh oui. Non, il y aurait eu pas Parce mal que de là, je petits pense problèmes. qu'on aurait pris 6 matchs huis clos derrière. Ça faisait partie de mes indices. Oui, ça faisait partie. Ah, des plus moins 3 points. Alors là, 3 points, ils auraient sauté. Moins 3 points, moins 4 points, on en aurait pris là. Hein. Allez, deuxième indice. L'ASS joue contre le 18e du championnat. Ah bah là, du coup, je vais pas. Ah, au moment où se déroule ce match. Hein. Oui, oui, D'accord. ce qui me paraît normal. Ah, Nîmes Saint-Etienne. Saint-Étienne. Pardon? Nîmes Saint-Etienne. Saint-Étienne. Non. Dijon. Et on l'a dit en même temps, tu fais chier. Ouais. Non plus. Allez, je vous donne un deuxième indice. Ce match se déroule à Geoffroy-Guichard devant plus de 19 000 spectateurs. À 19 filles, il y en a eu pas mal des matchs à 19 Oui, filles. c'est vrai. Donc c'est en C'est première vrai. partie de saison. Ouais, c'était. Ah, Oh, Rodez. Saint-Etienne-Rodez. Exact, c'est bien le Saint-Étienne-Rodez Oh, avec un 0-0 à la mi-temps. Et évidemment, un match où Jimmy Giraudon pète les plombs, vous vous en rappelez. J'étais Cop Sud, Ça rime en plus. c'est vrai. Et effectivement, et après, à l'issue de ce match-là, c'était pas la première fois, mais c'était une des fois les plus importantes, puisqu'on a été plusieurs journées 20e à partir de ce match-là, la 15e journée du championnat, qui était la dernière avant la Coupe du Monde, et notamment avant la trêve de la Coupe du Monde. Là aussi, un match qui a fait très 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 mal. Bon. Je vais commencer avec les mauvais souvenirs. Non, mais il y en a Ah oui, là, tu commences fort. Hein. Eh, l'addition Ouais, avec mais jusqu'à demain on va matin. crescendo. Allez, troisième, là, la SS joue contre le 7e. J'arrête de parler. Donc, vous avez compris quand même que c'est pas des matchs, c'est quand même des matchs qui ont marqué notre saison. Ah, Annecy Saint-Étienne. Pardon? Annecy Saint-Étienne. Non. et ben, je vais dire Saint-Etienne. Annecy. Espèce Non plus. d'enfoiré. non mais horrible, hein. Tu m'aurais pas kiffé. Grenoble non plus. Ah, Deuxième indice. Nous sommes menés 1-0 à la mi-temps à Geoffroy-Guichard. Saint-Etienne-Sochaux. Non, Ils étaient plus hauts, Sochaux. C'est pas possible, ils étaient plus hauts. c'est vrai, Ils ont dégringolé qu'après. Attends, Ouais, mais c'est ça. je comprends. c'est exactement ça. Un match où on perd 1-0 à la mi-temps, c'est. C'est dur, il y en a beaucoup. C'est assez compliqué aussi. Et le combien? Ils étaient 7e à ce moment-là. C'est bon, j'ai. Ah non, t'as pas dit le nombre de personnes qui Saint-Étienne avaient dans le Caen. stade. Saint-Étienne Caen, but de Charbonnier. Ouais, c'est exact. Saint-Étienne-Caen. J'allais mettre comme indice suivant que Mikel Nadé était titulaire. Oh. Sur ce match-là. Et effectivement, Ouais, Mikel Nadé était en défense centrale avec Boubacar Fall, qui a joué son premier et seul match alors d'aujourd'hui à l'AS Saint-Étienne. Et ce match-là, pour moi, c'est le match qui a tout changé, puisque en égalisant à la toute dernière minute du match, Gaëtan Charbonnier a, je pense, évité premièrement que Batles soit viré dans la foulée et que la SS sombre définitivement, parce qu'avec une défaite à Geoffroy-Guichard à ce moment-là, elle aurait fait beaucoup de mal à nos têtes. Allez, dernier, si vous voulez bien. Là, cette fois-ci, la SS joue contre le 8e. On a eu le 7e, maintenant on va avoir le 8e. Et ben, moi, je vais retenter mon Saint-Etienne-Annecy. Non. J'y ai pensé, mais non. Annecy a dégringolé à ce moment-là. Je crois qu'ils étaient 9e. Je crois qu'ils étaient 9e à ce moment-là quand on les a joués. Il devait être par là, je pense. Ah putain, je crois que je l'ai en plus. Dites-moi, Julien et Je une pense, idée Guingamp a beaucoup traîné dans Paris FC. Non. J'ai Paris FC ou Guingamp.
Bah, soyons fous, hein. Non, si. Oh là. Saint-Étienne-Guingamp. Eh bien, effectivement, c'est le Saint-Étienne-Guingamp. Putain. 8e. Oh, Merci, tu prends Julien. Guingamp et tu reprends Guingamp derrière. Tu lui as donné la victoire, Julien. La passe D. Franchement, c'est une très belle passe D que Oui. je te remercie. Tu vois 25 000 spectateurs quand même ce jour-là. Et évidemment, le match a été extraordinaire. Rappelez-vous, non pas pour la qualité du jeu, encore que, mais par le scénario. On était mené 2-1, rappelez-vous, et 2 buts dans les 10 dernières minutes, dont celui de Cafaro et de Wadji pour terminer un match où on a, qui a été là aussi prépondérant dans notre saison, dans notre deuxième partie de saison. Voilà pour vous, voilà pour nous. C'était un petit jeu tranquille, bien sympathique. Donc, Bastien, à toi l'honneur pour terminer Écoute. Écoutez, messieurs, sur ce, je vous remercie encore une fois. Je remercie à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de ces émissions. Je remercie déjà l'équipe qui est avec moi et je remercie évidemment Julien et Socios. Et je dis aussi, allez faire une promesse de contribution sur le site des Socios Verts. Vraiment, allez-y. Suivez-les sur les réseaux sociaux aussi, c'est important. N'hésitez pas à tous ceux qui ont fait déjà la promesse de contribution à remplir la newsletter et qu'on leur envoie les questionnaires qu'on leur envoie. Et puis, écoutez, messieurs, on se dit. 6h55. Très matinal, hein, donc ceux qui sont matinales, ils répondent rapidement. Voilà. Et écoutez, messieurs, on se dit, on communiquera de toute façon pour notre prochaine émission. Donc on se dit à une prochaine. Salut à tous et merci encore une fois à tous. Salut. À bientôt. À bientôt. Allez les Verts. Allez les Verts, à bientôt.